de... Recording is on. Il a entendu mon désespoir. C'est bon, il l'a pris. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il disait que l'enregistrement commençait pas, mais là ça y est, il l'a pris. J'ai bien fait. Oui, on a une information comme quoi il l'a pris. Voilà. Ok. Donc, bienvenue pour ce midi pédagogie où l'objectif c'est d'échanger ensemble pour essayer de trouver des solutions pour nos élèves qui n'ont pas envie de travailler, qui sont peu impliqués. On va faire comme j'aime bien faire habituellement, c'est-à-dire ce que je vous propose c'est de partager vos astuces si vous en avez, et puis ensuite sinon je vous propose les miennes et puis on échange à partir de ça. Est-ce que ça vous va ? Parfait. Ok. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà testé des choses qui fonctionnent bien pour essayer d'impliquer les élèves qui n'ont pas très envie de s'engager dans le travail. Allez-y, on n'est pas nombreux, enfin on n'est pas très nombreux. Alors Audrey, moi parfois je les isole. Je leur donne une place dans la classe qui est différente, en les valorisant, en disant comme ça tu vas réussir et tu vas y arriver. Je prends jamais le mauvais côté en fait, je prends toujours le côté positif de la chose. Et là, je vais essayer, tu sais, ce qui va en Ikea, les séparateurs de bureaux. J'en ai fait commander quelques-uns à mon lycée, donc je vais essayer. Mais le fait de les sortir, parce que moi, ils sont en îlot, le fait de les sortir de l'îlot, des fois, ça leur permet de se mettre dedans. Un peu plus. Alors, ce que tu dis, Audrey, fait écho en fait à ce qu'on sait avec les neurosciences sur les comportements des élèves. Oui. Pour ceux qui savent pas, en fait, pour améliorer le comportement d'un élève, il faut accentuer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Donc, par exemple, un élève qui aurait tendance à toujours gigoter ou à se déplacer inutilement, en fait, l'idée, c'est au départ de lui fixer comme objectif de rester, par exemple, sur sa chaise sans se déplacer pendant 15 minutes, ou se déplacer pour ce qu'il a le droit de faire, mais disons des déplacements utiles. On dit pendant 15 minutes, et on félicite l'élève au bout des 15 minutes, il a réussi à atteindre son objectif. Et plutôt que de pointer uniquement les fois où il s'est déplacé alors qu'il n'avait pas le droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'effets positifs sur les élèves, c'est de souligner plutôt, quand tu disais le bon côté, c'est à ça que j'ai pensé, souligner plutôt le bon comportement, et quand un élève est en train de travailler, passer lui dire, là, tu vois, c'est ça que j'attends de toi, tu fais ce que j'attends, voilà. Ça, Oui, le cerveau, il emmagasine beaucoup plus les choses positives, ça a été prouvé aussi par la neuroscience, qu'une phrase négative. Oui, et puis en fait, c'est ça, le cerveau, il a besoin en fait d'imprimer le bon chemin. Et donc, en insistant et en répétant, là, tu es dans la bonne direction, c'est ce que j'attends de toi, on renforce effectivement les bons circuits neuronaux. Donc ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à faire l'inverse, puisqu'en fait, on a tendance à remarquer quand le comportement est mauvais, mais en fait, c'est pas la bonne solution. Il faudrait souligner davantage le comportement lorsqu'il est bon. Et après, on peut fonctionner avec des petits objectifs, fixer des objectifs à l'élève. Moi, je sais que je fonctionne en tant que prof principal beaucoup avec un cahier de réussite que je donne à mes élèves et qui les suivent. Et sur ce cahier, en fait, je fixe un petit objectif. Comme là, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, un élève qui est tout le temps en train de discuter, par exemple, tu essayes de faire pendant 15 minutes, je te fais pas de remarques parce que tu es en train de parler à un groupe qui est sur une autre table, par exemple. Tu es vraiment concentré avec ton groupe à faire le travail. Et si l'objectif est atteint, je mets un mot positif dans le cahier en disant objectif du jour atteint, et j'ai écrit l'objectif avec lui. Et mes collègues font ça aussi, donc chacun on peut avoir des objectifs fixés avec l'élève. Et il y a certains collègues qui fixent pas d'objectifs, mais qui marquent simplement les progrès qui ont été réalisés. Et donc ça marche très bien. En plus, souvent c'est des élèves qui sont réprimandés dans beaucoup de cours. Enfin, il faut imaginer un élève qui fait rien avec nous, il fait rien aussi avec les autres. Mais c'est peut-être beaucoup plus intéressant que la fiche de suivi, où certains collègues y mettent que le mal. Parce que moi, j'ai 2-3 élèves par fiche de suivi. Et quand tu lis les commentaires des collègues, tu te dis, mais il n'y a que le mauvais qui ressort et jamais d'encouragement. Je n'utilise plus jamais de fiche de suivi. J'ai proposé ça à ma CPE. Ah bah écoute, c'est intéressant que tu me dises pourquoi ça te paraît intéressant, parce que c'est des choses que j'ai pas partagées encore, mais qui peut être intéressant à partager effectivement pour... Ou créer une fiche peut-être sur la positive attitude, quoi, tu vois, tu comprends,
pour pas avoir un cahier, pour avoir si elle veut continuer par fiche, sortir les bouts. Moi, c'est des petites fiches qui sont reliées ensemble, en fait. C'est comme une fiche de suivi, sauf qu'on a le droit d'y écrire que du positif et que les progrès. Mais je pense que je vais proposer ça pour certains élèves à ma CPE. Ah bah écoute, tu me diras, mais moi j'y vois que des effets positifs. Donc il y a la possibilité donc de souligner les bons comportements, d'isoler un élève parfois du groupe, ça peut être une solution. Alors effectivement, il faut faire attention à ce qu'il ne le vive pas comme une punition parce que sinon il va plus rien faire, enfin ça va pas marcher, mais parfois ça peut bien fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres retours de collègues qui utilisent d'autres techniques? Mes élèves font beaucoup de bruit dehors, je ne sais pas si vous les entendez. Mais parfois, moi, je passe du temps aussi en dualité, tu sais. Je lui dis, je te consacre 10 minutes, ok, on fait une dualité, mais après, il y a le reste du groupe. Donc, je me suis occupée de toi, maintenant, je vais m'occuper des autres. Et toi, pendant ce temps-là, il faut que tu bosses, quoi. Faut pas que tu m'embêtes et faut que tu... Moi, j'ai respecté ta demande parce que généralement, quand ils sont pas sages et pas investis, c'est parce qu'ils demandent de l'attention. Donc, si je leur porte 10 minutes d'attention, après, je leur dis, mais maintenant, il y a les autres, donc il faut que je fasse avec les autres. C'est ça. En fait, effectivement, là aussi, ça fait référence à tout ce qu'on sait, tout ce que les sciences cognitives nous apprennent, et il n'y a pas de mauvais comportement. En fait, il y a une manifestation d'un besoin pour l'élève, et ça peut être un besoin d'interaction, ça peut être un besoin une mésestime et donc un besoin d'estime. Et donc, on dit souvent, et l'élève se fait remarquer. En fait, il a besoin en fait qu'on s'occupe de lui. Donc, effectivement, accorder un temps d'attention, c'est hyper efficace aussi. Mais bon, c'est pas toujours faisable. Quand on est en plan de travail, on peut dire, on consacre 5 minutes à un élève et on lui dit, écoute, là, tu vois, on fait ensemble. C'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu la table d'accompagnement que moi j'utilise. Donc en fait, moi, les élèves qui travaillent pas efficacement, si c'est parce qu'ils sont agités, parce qu'ils sont avec un copain, là, effectivement, le changement de place, lui dire d'aller dans un autre groupe, ça suffit. Sinon, en fait, si vraiment ils produisent rien en termes de travail, à la fin du chapitre, je regarde ce qui est dans les cahiers de mes élèves, tout ce qu'ils ont fait. Et les élèves qui sont au niveau débutant pour l'autonomie, je les regroupe sur une table à laquelle j'essaye de m'asseoir le plus possible pour justement leur accorder ce temps-là, à la fois d'attention, parce que souvent ce sont des élèves qui ont besoin d'attention et qui sont souvent renvoyés au fond de la classe et isolés en gros pour que le prof ait la paix. Et c'est aussi souvent des élèves qui sont très peu autonomes du coup. Très peu autonomes, qui ont des difficultés parfois aussi dans les apprentissages. Et donc, je les regroupe à une table et dès que je ne suis pas sollicitée par d'autres élèves, je suis assise à cette table-là, à les aider, à les encourager, à leur dire, tu vois, regarde là, tu as fait l'exercice, tu as réussi. Mais juste, tu t'es posé, tu as lu, tu as posé des questions quand tu comprenais pas, je t'ai aidé et tu vois, tu es dans la réussite. Et plus ils vont avancer, plus ils vont atteindre une quantité d'activités qui vont leur permettre de retrouver le niveau apprenti, donc de pouvoir regagner la classe. Enfin, une autre place dans la salle. Donc en général, les 4 premières séances du plan de travail, si c'est un plan de travail par exemple sur 8 séances, les 4 premières, souvent ils sont sur la table avec moi. Et ceux qui ont bien compris et qui se sont mis à bosser, ils ont dépassé la moitié des activités à faire. Donc ils peuvent se retrouver avec leurs camarades, ils ont regagné leur autonomie. Ça marche pas mal. Moi, je suis très contente de la table d'accompagnement parce que ça répondait vraiment à ce besoin-là et surtout à mon envie de ne pas dire « toi, t'as rien fait, tant pis en fait ». En gros, j'ai pas de réponse à te donner, t'es censé être autonome et en fait non, l'autonomie, ça s'apprend aussi. Et les élèves sont tellement habitués à ce que ce soit le prof qui drive que en fait, c'est parfois pour certains, c'est aussi déstabilisant de se retrouver sans rien faire. Il y a aussi un autre constat, c'est que en fait, vous avez peut-être l'impression que certains élèves ne font rien, mais c'était déjà le cas avant, sauf qu'avant, vous vous en rendiez pas compte. Parce que c'est ça aussi le plan de travail. Si vous fonctionnez en classe autonome, l'élève, quand il fait rien, ça se voit tout de suite. Alors que quand on est en classe entière, voilà, l'élève, il peut faire illusion d'eux. Il sait qu'à un moment, le prof, il va corriger. Donc, il se dit, bon, j'attends tranquille. Quand le prof passe, je dis que je comprends pas trop. Le prof, il a 2 secondes pour m'expliquer, il va lâcher l'affaire. Alors qu'en plan de travail, tant que l'activité n'est pas terminée, l'élève est sur la même activité. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Il faudra qu'il fasse un moment le travail. Donc, moi, je trouve que, pour moi, ça m'a permis vraiment d'engager mes élèves dans cet esprit-là. De dire à l'élève, tu vois, quand tu fais rien, je vais le voir. Donc, je vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu aies fini l'activité. Et je suis sûre qu'en plus, tu vas voir, tu vas y arriver. Et ils sont parfois surpris d'avoir, j'ai eu confirmé, j'ai eu expert. Parce qu'en fait, quand ils bossent, pour certains, ils sont capables. Mais ils ne le savent pas.
Est-ce que du coup, vous avez d'autres pistes pour les élèves qui ont des difficultés à s'engager? Alors moi, j'en connais d'autres que je n'utilise pas, hein, mais les échanges que j'ai eus avec des collègues ou des pratiques que j'utilisais avant, mais c'est pas mal si vous aviez des choses à partager ou alors des choses que vous avez testées qui n'ont pas marché aussi. Ça peut être intéressant dans la discussion de dire bah moi j'ai fait ça, mais en fait ça a eu l'effet inverse, ça n'a pas marché. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux à ouvrir vos micros. Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Hein, je ferai la remontée hein, si vous ne voulez pas prendre la parole ou si vous n'avez pas moyen. Ah, Joanne, tu voulais intervenir? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui. Je voudrais lever tout de suite une ambiguïté. Je suis là un petit peu par hasard. Je suis inspecteur. D'accord, bienvenue. Voilà, j'utilise pas mal les réseaux sociaux, etc. Et je suis là tout simplement parce que hier, j'étais en inspection. Une inspection qui s'est, je veux dire, on a très bien passé, voilà, et puis avec une jeune collègue, et bien qui vous connaît. Et j'ai assisté à effectivement une séance dite en plan de travail. Voilà. D'accord. Voilà, et donc je me suis autorisé à venir. J'espère que ça ne dérange personne. Pas du tout. En fait, moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitter, enfin sur Facebook, mais aussi un peu sur Twitter. Donc, j'ai déjà eu des collègues inspecteurs avec qui j'ai eu des échanges. Donc, au contraire. Pour nous, c'est hyper intéressant aussi d'avoir le retour de l'institution. Enfin, c'est ce que j'allais dire, avoir un repère avec l'institution, c'est important aussi parce que parfois c'est des choses et on n'est pas sûr. Enfin, on n'est pas sûr. On est sûr de nos pratiques, mais on n'est pas sûr que l'institution nous reconnaisse dans ses pratiques. C'est ça. Alors justement, je voudrais bien me positionner là. Si je viens là ce midi, une idée pédagogique, c'est vraiment en tant que personne intéressée sur votre façon de fonctionner, parce que finalement, moi je trouve ça assez innovant et je me dis mais pourquoi pas faire des choses comme ça voilà, de mon côté, dans mon académie, je suis un voisin, je suis à Rennes. Mais en fait, je viens vraiment pour participer à la réflexion. Je viens pas préconiser des choses. Et justement, moi, par définition, j'ai pas de problème de classe. Si vous voulez. Mais j'en ai eu. Voilà. Et par contre, voilà, je suis à mon compteur après 700 inspections et j'ai pu voir des problèmes de classe. Et puis, effectivement, j'ai pu partager. Voilà. La discussion qui tourne là ce midi, c'est des discussions que j'ai parfois dans un entretien suite à une inspection, tout simplement. Voilà. Et donc, voilà, je ne vais pas donner la leçon, rien du tout. Je viens plutôt partager la réflexion que j'ai, parce que je n'ai pas non plus de réponse toute faite. C'est un sujet qui est super complexe. Par contre, ce que je vois quand même dans les réflexions et discussions que je peux avoir avec des enseignants, même avec des collègues inspecteurs, c'est que quand on se pose cette question de la difficulté de gérer son classe, etc., ou de groupe, que ce soit d'ailleurs en travail ou autre, on est bien souvent dans, comment dire, en réaction. Voilà, c'est que la réflexion, les propositions qu'on peut faire sont des propositions en réaction, c'est-à-dire que on peut avoir cette tendance à oublier que quand un élève est agité, il ne fait pas le travail, c'est une conséquence. Et il y a des causes à ça, et je pense que dans la réflexion qu'on peut avoir en sens midi là-dessus, c'est pas forcément envisager que des réactions à cette conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va les séparer, on va mettre ceci, etc., qui sont toutes des propositions super intéressantes qu'il faut mettre en place. Mais je crains que on risque d'être une course finalement à trouver à chaque fois des solutions, et si on n'interroge pas les causes du problème, eh bien on sera tout le temps. On sera tout le temps dans cet esprit-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'était aussi les autres pistes. Hein. Je veux dire, moi, la première chose qui m'a permis de limiter ces élèves-là qui n'étaient pas engagés, c'est de faire de la différenciation, de proposer des exercices déclinés sur 4 niveaux de difficulté. Pour moi, ça a été le meilleur moyen d'engager tous mes élèves
Parce que, évidemment, un élève qui comprend rien, qui ne sait pas du tout ce qu'il faut faire, qui manque de vocabulaire, qui a pas du tout, qui maîtrise pas la compétence, il va pas s'engager. Donc là, décliner avec des niveaux de difficulté, pour moi, c'est aussi une des solutions qui va permettre d'engager les élèves dans le travail. Être trop loin. Vous voyez, on peut s'interroger sur un cours qui se passe mal, et il est tout aussi intéressant c'est plus difficile finalement d'interroger, mais pourquoi un cours se passe bien parce que forcément, quand un cours se passe bien, on a un retour, un feedback qui est très positif, et c'est tout aussi intéressant de s'interroger là-dessus. Ce qui fait que, par exemple, dans une classe, tous les élèves ont été motivés, se sont mis au boulot, etc. Les degrés divers, évidemment. Mais voilà, quand ça se passe bien, les causes sont plus difficiles à analyser. Ce que vous disiez, ça renvoie à pas mal de choses. Vous avez parlé d'autonomie, là. Vous avez parlé moi, ça me renvoie aussi de neurosciences, et psychologie cognitive, et puis de tout ce qui est motivation, finalement. Et globalement, un élève, moi, ce que j'en vois souvent, c'est qu'un élève qui fait pas le travail, qui est agité, etc., qui a posé des difficultés, est un élève en difficulté de fait, de toute façon. Pas forcément, moi, je suis pas d'accord avec ça, par contre. Parce que moi, qui suis enseignante en LP, je suis enseignante biotechno en LP, et j'ai des élèves qui sont turbulents, parce que justement, ils ont un niveau supérieur au reste du groupe, parce que par exemple, en CAP, j'ai des élèves qui viennent de SECPA, j'ai des CAPA donc agricoles, donc c'est des élèves qui ont été mis là un petit peu, voilà. Et après, on a des élèves qui veulent vraiment devenir agriculteurs, horticulteurs, etc. Et qui ont un niveau supérieur, mais comme il n'y a pas de diplôme supérieur, ils passent par le CAPA. Et ils se retrouvent face à une classe qui n'a pas de vocabulaire, Alors, si on leur donne pas, moi je dis à manger, forcément, ils vous retournent votre cours. Et c'est là où il faut savoir justement différencier, comme Ségolène le disait tout à l'heure, il faut savoir leur donner un peu plus de responsabilité en leur disant oui, toi, t'as bien fait les choses, tiens, continue, parce que, ou si c'est idiot, c'est trop simple pour moi, je lui dis, fais déjà ça. Et après, je te donnerai autre chose. Enfin, c'est ma vision des choses, du terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Mais en fait, c'est pas en contradiction avec ce que je disais, c'est qu'un élève qui ne fait pas tout à fait ce qu'on attendait qu'il fasse, quand je dis en difficulté, ça veut pas dire en difficulté de niveau scolaire, ce sont toutes les difficultés. C'est la difficulté de motivation, finalement. Ça revient avec l'élève que vous décrivez, qui sont, s'il ne trouve pas son compte, il va être en difficulté pour son travail. Je ne parle pas de difficulté scolaire en termes de niveau. Excusez-moi, oui. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est pour clarifier la chose. En fait, j'avais des interventions j'avais vu ça sur la motivation qui est super intéressante, qui permettait d'interroger les causes aussi, qui était que ce qu'on peut faire qu'est-ce qui fait qu'un élève va être plutôt motivé. Je ne veux pas être tranché, j'ai la nuance, il va être plutôt motivé. C'est souvent un élève qui, dans les activités qu'on lui propose, en gros, il se pose trois questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux le faire? C'est pas mal, donc ça va interroger effectivement la différenciation, ce que vous disiez, adapter les groupes de niveau, etc. Ça renvoie à est-ce que je peux être aidé par les camarades, être aidé par l'enseignant, etc. Est-ce que je peux le faire? Parce que si on ne peut pas le faire... Le sentiment de compétence, il est important. Voilà, je ne peux pas le faire, finalement, je ne suis pas très motivé, ou alors je peux le faire, mais c'est tellement facile, je ne fais pas motivé non plus. Ça fait écho au concours, les collègues, le concours des 10 000, je vous avais demandé, et il y a beaucoup d'entre vous qui avaient dit « je ferai si je me sens compétent », et là on s'est mis à la place de l'élève, et effectivement, le sentiment de compétence est important. Le syndrome de l'imposteur, il est valable aussi chez les élèves, je veux dire. On le connaît chez l'adulte, mais il est valable chez les élèves. Tout à fait. Le deuxième truc que l'élève se pose, c'est est-ce que ça peut me servir? Parce que forcément, on est plus motivé dans l'apprentissage, qu'on a eu comme l'intuition que ça risque d'être utile. Donc ça réinterroge pas mal aussi, finalement, pas mal de choses, plus didactiques que pédagogiques, d'ailleurs, sur le sens qui est donné. Voilà.
Et puis, il y a un troisième pilier qui est pas inintéressant, est-ce que j'ai mes mots à dire? Alors, est-ce que je suis dans le dogme? Est-ce que je reçois un message? Est-ce que c'est la messe, quoi, ou est-ce que j'ai mes mots à dire? Ouais, globalement, une activité, quand on sent qu'on peut la réaliser, que ça va être utile et que j'ai mes mots à dire, voilà, on a 3 choses qui peuvent, qui sont des facteurs à motiver les élèves, et donc en termes de cause, à éviter effectivement quelque part d'être en réaction. Voyez. Et dans le j'ai mon mot à dire, il y a aussi, et ça va rejoindre un peu le fonctionnement en plan de travail par rapport aux écrits de Sylvain Connac, hein, le j'ai mon mot à dire, c'est aussi je peux choisir. Et c'est vrai que offrir le choix dans l'ordre des activités, ou le choix entre plusieurs activités, où c'est l'élève qui va choisir ce sur quoi il veut travailler et ce qui l'intéresse plus, hein, soit en termes de notions à découvrir, soit en termes de compétences, c'est aussi un facteur de motivation. Moi, je sais que parfois j'ai des élèves qui ils savent qu'ils peuvent choisir, donc ils regardent dans le plan de travail, ils disent ah ouais tiens ça il faut utiliser le microscope, je vais faire celui-là en premier, voilà, et c'est pour ça que je suis très attachée à l'ordre, que l'élève puisse choisir l'ordre des activités, même si c'est beaucoup plus difficile de créer un plan de travail où l'élève peut aller dans l'ordre qu'il veut, mais voilà, les écrits de Sylvain Connac révèlent bien que c'est ce choix-là qui est source de motivation. Donc ça rejoint un petit peu cette idée de dire que effectivement, si l'élève voit qu'il a une marge de manœuvre, il va pouvoir s'engager davantage dans les apprentissages. Et moi, cette année, j'ai une nouveauté, je fais la trace écrite complète avec eux. Parce qu'en fait, j'ai fait 15 ans de SECPOD, donc je retourne dans le lycée pro. Et ça veut dire que j'ai pas de trace écrite, moi. Tout à fait. Perso. Et quand tu leur fais, alors, je leur fais prendre leur chaise et je leur fais mettre devant le tableau. Tous en ligne, tu sais, en arc de cercle. Comme ça, ils sont pas distraits, ils ont pas de cahier, ils ont rien du tout. Et on échange. Et là, tu te rends compte des élèves qui disent, mais madame, vous écrivez ce qu'on nous dit. C'est ça. Bah oui, j'écris ce que toi tu dis, parce que c'est toi qui as fait le plan de travail, c'est pas moi. Donc moi, je sais des choses, en effet, je peux vous les expliquer, mais je n'aurai pas la même explication avec votre classe qu'avec une autre classe sur le même sujet. J'ai regardé les cartes parce que le premier, moi j'ai 16 classes, alors c'était un petit peu chaud cette année, pour débuter, quoi. Maintenant j'ai plus mon rythme, ça va, mais pour la première séance, c'était pas super facile. Donc j'ai fait une carte mentale. La première chose que j'ai faite, c'est une carte mentale pour la trace écrite. Et je leur ai montré que j'avais plusieurs cartes mentales sur le même sujet. Et là, ils m'ont dit, ah oui, donc ça nous correspond à nous, c'est notre classe. Et je leur ai dit, oui, c'est pour ça que je vous fais travailler 3 semaines sur le sujet, pour que après, c'est vous qui fassiez le cours. Et je les ai sentis vraiment bien appliqués dans ce but-là, en se disant, on est assez fort pour faire le cours nous-mêmes. Ouais, puis c'est nos mots. C'est plus facile à apprendre quand ce sont des mots d'élèves. Oui. Et puis en plus, ça fait travailler la réflexion sur la construction des phrases, les causes, les conséquences. Et l'échange avec les élèves, c'est hyper important. Et tu peux valoriser en disant, c'est bien ce que tu as dit là. Oui, en effet, ça a relation avec le cours. Je suis d'accord. Et moi, la trace écrite collaborative, maintenant, moi, je les mets pas en arc de cercle, tu sais, ils sont en groupe. Oui. En fait, chaque groupe doit répondre à une des questions du plan de travail. Et ensuite, on met en commun. Moi, je fais la secrétaire au bureau, donc je note ce qu'ils me disent. Et pareil, leurs phrases. Parfois, je questionne, j'interroge ou je réfléchis sur la formulation et je trouve que c'est riche. Et c'est vrai qu'ils aiment bien quand ce sont leurs mots. Et là, je vais mettre en place, je suis en train de me former là-dessus, à faire une trace écrite façon podcast. Alors, je me forme d'abord. Mais je leur en ai parlé, ils sont... Ah ouais, il faut qu'on essaye, madame, il n'y a qu'avec vous qu'on peut faire ça, etc. Ils sont prêts à tout tester, même si on se plante au départ, ils le savent que je ne l'ai jamais fait. Si on se trompe, ils m'ont dit. Les petites captures vidéo aussi, c'est pas mal. Vous nous répétez qu'on a le droit de se tromper, donc vous avez le droit de tromper. Et je trouve que ce rapport-là, c'est extraordinaire, quoi. Donc, je vais me former au podcast, du coup. Nous, dans la team Dance, le spécialiste du podcast, c'est pas moi, c'est Charlie. Je vous contacterai si j'ai un problème. Donc, voilà, dans le petit magazine qu'on fait, il y a toujours 1 ou 2 articles qui a une continuité en podcast. Et donc, voilà. Donc, là, merci pour la baffe. Il est en train d'enregistrer. Et il en a fait avec ses élèves aussi. Des podcasts sur l'orientation, d'ailleurs. D'accord. C'est intéressant. Avec sa classe de 4. Merci.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres problématiques de classe sur lesquelles vous voudriez qu'on échange, toujours en lien avec ces élèves qu'on a du mal à impliquer, qui se mettent pas dans les activités, ou d'autres propositions de pistes de solutions, hein. Alors, il y a une collègue qui devait partir, donc j'ai vu son message, mais je t'ai pas interrompu du coup pour le dire. Non, dans ceux qu'on n'a pas entendu, personne n'avait de retour à faire ou de questionner ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a évoqué. Alors, du coup, je vous donne les autres pistes que j'ai. Alors, moi ou d'autres collègues. Là, donc là, je vous ai déjà expliqué comment moi je fonctionne, mais il y a des choses que j'ai déjà testées et puis des choses qui sont mises en place par d'autres collègues que je vous partage. Alors, il y a le permis d'autonomie. Alors, moi, je l'ai testé, mais je l'ai pas du tout gardé parce que moi, ça avait le côté stigmatisant pour mes élèves, donc qui insistent sur le mauvais comportement et ça marchait pas. Mais avec certaines classes, ça marche, hein. Donc, le permis d'autonomie, c'est l'élève a le droit de fonctionner en autonomie, de se déplacer, de s'installer où il veut, avec qui il veut, tant qu'il respecte les règles de la classe. Donc, les règles de la classe sont annoncées en début d'année ou construites avec les élèves. Ça aussi, c'est un bon moyen de les impliquer dans les apprentissages. Et du coup, si l'élève transgresse, au bout d'un moment, il perd son autonomie, donc il n'a plus le droit de s'installer avec qui il veut, de se lever, de chercher les activités en autonomie. Il est là, à côté du bureau de l'enseignant. Alors, il y a moi, ça pouvait pas marcher non plus parce que moi, je suis jamais à mon bureau, en fait. Là, ça marche ça marche avec des collègues qui font venir les élèves au fur et à mesure, les uns à la suite des autres, pour corriger les activités au bureau. Mais moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Donc voilà. Et puis en plus, en fait, ça devient une usine à gaz parce que tu dois bien noter à qui a perdu son contrat d'autonomie, à qui t'as déjà fait une remarque. Voilà, c'est pas évident, mais je trouve que l'outil peut être intéressant dans le sens où il y a des droits et des devoirs. Tu respectes les droits, tu obtiens des autorisations spéciales. Donc je trouvais ça pas mal. Il y a des collègues qui fonctionnent en îlot bonifié. De quelle autonomie parle? Alors l'autonomie, c'est quand on fonctionne en plan de travail, c'est-à-dire que les élèves ont une liste de tâches à faire sur une période donnée, et en fait c'est eux qui vont à leur rythme, et ils font les activités, ils se corrigent. Voilà, c'est cette autonomie-là dont on parle sur le fonctionnement en plan de travail. Donc le permis d'autonomie, c'est le permis d'avoir le droit de fonctionner comme ça à son rythme, en ayant accès à toutes les ressources de la classe, que ce soit d'autres élèves, que ce soit des documents à aller chercher. J'ai organisé son temps et l'espace de la classe en autonomie. Si vous voulez, c'est Caroline Meyer qui utilise les permis d'autonomie. Si jamais vous avez des questions sur Team Ludens, vous pouvez la taguer. Elle vous répondra. Et puis dans les webinaires, elle a expliqué aussi son fonctionnement. Donc l'autre idée, c'était donc les îlots bonifiés. Alors les élèves sont en îlot, les îlots ne changent pas, et en fait on attend une production collective, et le résultat de l'évaluation, si vous voulez, de la compétence, qui pourrait être un truc comme coopérer ou s'entraider, dépend du fait que chaque élève a participé et a fait le travail demandé. Donc en général, entre eux, ils essaient de se pousser. Toi, fais aussi. Par exemple, on peut valider la compétence quand tout le monde a dit. Ils utilisent ça pas mal en langue, mais je sais qu'il y a des collègues qui l'utilisent aussi en SVT. Ça a un autre avantage, c'est que du coup, le collègue, quand il vient corriger ou évaluer, il le fait pour tout le groupe. Donc, en termes de gestion de classe, c'est plus facile que d'évaluer ou de corriger individuellement chaque élève. Mais ça peut marcher avec certaines classes. Moi, je sais que j'avais des classes qui n'avaient pas tellement adhéré au plan de travail, et le fait après de dire, vous travaillez à 4 et je viens corriger le travail des 4. Et ça les a un petit peu, parce que je les ai chamboulés, ils n'avaient jamais travaillé en plan de travail, c'est compliqué. Du jour au lendemain, de dire, bon allez, on travaille comme ça, je suis nouvelle, je remplace une dame qui était là depuis 30 ans, enfin bref. Ça les a chamboulés beaucoup, et je sais que dans certaines classes, le fait d'être un groupe, ça leur donne plus de responsabilités, et en effet, ça implique tous, quoi. Il y a aussi l'idée de le transformer sous forme de jeu. Il y a des collègues qui font gagner des points, collecter en fait, une sorte de concours entre équipes en fait. Et l'équipe qui aura réussi la tâche en premier va gagner quelque chose. On peut le ludifier comme ça. Il peut y avoir aussi, après, utiliser d'autres moyens de motivation, c'est-à-dire toutes les activités qui travaillent sur l'engagement par la motivation
si tu vas faire un jeu, si tu vas proposer quelque chose un peu, par exemple tout à l'heure on parlait de podcast ou de faire une petite capsule vidéo. Ça peut être juste l'élément qui va engager l'élève dans l'apprentissage, et une fois que tu l'auras engagé, après tu l'as avec toi et c'est plus facile de le mettre au travail. Ça, moi je le vois beaucoup avec les jeux pédagogiques, hein. J'ai beaucoup d'élèves, une fois qu'ils ont fait le premier ou deuxième jeu pédagogique, ben voilà, ils viennent plus avec le même état d'esprit. Ils se disent ouais, c'était intéressant, je me rappelle, on avait joué. Et du coup, j'ai un peu leur attention, et puis paf, ils essayent et ils sont dans la réussite. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais essayé d'en lister certains dans ma tête par rapport à ce que les collègues. Il y a ceux qui fonctionnent avec les maisons. Tout à l'heure, quand je disais la version ludifiée, hein, c'est les maisons façon Harry Potter là, où on peut du coup accorder des points à certains groupes ou retirer des points. C'est un peu comme les îlots bonifiés, mais ça a le côté scénarisé en plus. Ça, c'est ce que j'utilise avec mes élèves de 6e en tant que prof principal, le Ecolanta. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Je l'ai vu. Ah, ils sont au taquet, là. Ils se sont même refilé le totem entre chefs d'équipe, alors que j'étais pas là, en fait. Ils se sont filés à la récré. Il lui a dit, ouais, c'est toi qui as le totem maintenant. Et j'étais, ah ouais, c'est pas mal. Je voulais faire la remise officielle dans la classe, et ils m'ont dit, non, on s'en est déjà occupé, madame. Je sais que c'est plus moi qui ai le plus de points. C'est plus mon équipe. C'est les jeux. Voilà. Après, il y a tout ce qui va être plus lié à la discipline. C'est-à-dire que il faut donner du sens, parce que évidemment, si l'élève il comprend pas ce qu'il fait, il sait pas pourquoi il le fait. Donc tout ce qui va être enseignement explicite. Donc vraiment bien montrer ce qu'on attend d'eux, voilà. Tout ce qui va être aussi ancré sur du réel. Tu fais du lien avec la vie de l'élève, tu utilises du matériel pour observer vraiment ce qui se passe vraiment dans ton corps, travailler sur les représentations initiales aussi. Là, par exemple, je suis avec mes 5e, je suis en train de travailler sur toute la partie approvisionnement du corps en dioxygène. Donc, ma première activité, mon lancement de chapitre, c'est qu'est-ce qui se passe en gros dans ton corps. On a vu que le muscle avait besoin de dioxygène, ok, on a vu que le dioxygène arrive par la bouche. Tu me dessines ce qui se passe dans le corps entre la bouche et le muscle. Comment ça se passe à l'intérieur. Alors, il y en a, je vous montrerai, je vous partagerai les photos, et là, vous verrez le gouffre qui m'attend là sur ce chapitre. Hein. J'ai des élèves qui me font un tuyau respiratoire quand même de la bouche jusqu'au muscle de la cuisse. Et voilà, c'est ça qu'ils pensent, quoi. Et donc, j'ai trouvé que ça les avait vachement motivés, parce que je leur ai dit, bah, tu vois, le but du chapitre, ça va être pour toi de voir, est-ce que ce schéma que tu as fait, est-ce qu'il correspond à vraiment ce qui se passe dans ton corps ou pas? Et donc, l'objectif, c'est qu'à la fin du chapitre, tu puisses me dire, oh là là, ce que j'avais fait, c'était pas du tout ça. Ou alors, au contraire, j'avais bien compris, et voilà, j'ai des élèves qui m'ont dessiné les poumons, je vous rassure. mais j'en ai qui sont, waouh, c'est compliqué, quoi. Il y a même des vaisseaux sanguins qui arrivent dans la bouche. Enfin bon, voilà, il y a du boulot. Après, en lycée pro, ce qui est intéressant, c'est de prendre une situation qu'ils vivent dans leur atelier. Alors, pas seulement dans leur atelier, dans la vie quotidienne aussi, parce que sinon, ils ont l'impression qu'on parle que du travail. Et faire attention à diversifier les situations, quoi. Mais quand on va... Alors, des fois, moi, je vais dans l'atelier prendre une photo, et je leur dis, vous verrez, on en aura bientôt besoin, etc. Et en plus, ils nous voient, donc ils sont contents de nous voir, quoi. En se disant, elle fait attention, elle vient voir ce qu'on fait, etc. La problématisation aussi, elle est intéressante, surtout dans notre discipline. Je vous l'ai dit, moi, c'était l'écueil dans lequel je voulais pas tomber en passant en plan de travail. Je voulais pas que les élèves ne fassent plus cette phase-là de problématisation, et je trouve qu'elle est encore mieux maintenant qu'avant, parce que maintenant, je sais que chaque élève va se poser des questions. Ça peut être intéressant aussi que les élèves se rentrent dans le chapitre en s'étant posé des questions, en se demandant, bah voilà, qu'est-ce que je vais apprendre. Donc ça, c'était pas mal. Je sais que là, sur la respiration, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, comment rester en bonne santé. En fait, qu'est-ce qui se passe chez une personne qui est asthmatique. Voilà, ça a permis de se poser des questions du quotidien qui ont fait que je sais que mes élèves là, avaient envie d'avoir les réponses. Donc, j'étais assez contente de ce démarrage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour... il peut y avoir des systèmes de tutorat aussi. Alors, des tutorats à l'intérieur de la classe ou des tutorats avec un élève extérieur à la classe. Je vous donne cet exemple-là parce que chez nous, en fait, nos élèves de 3e qui sont en études et qui n'ont rien à faire, peuvent venir tutorer des élèves de 6e ou de 5e, si l'enseignant est d'accord. Alors là, on a un peu perdu parce qu'avec le Covid, du coup, on n'avait plus le droit de le faire.
Donc là, il faut qu'on relance un peu la machine, mais juste avant le Covid, ça marchait très bien. Donc il faut que l'enseignant soit d'accord. Et si l'enseignant est d'accord, il y a 1 ou 2 élèves qui viennent dans la classe et donc on les assigne avec des élèves qui nous semblent en difficulté. Alors moi, en général, je fais plutôt l'inverse. Donc je leur explique comment fonctionnent les CARED et je leur dis, bah voilà, en fait, là où il y a un élève qui appelle, tu peux aller voir. Et puis, si tu te sens compétent, bah, tu donnes de l'aide. Si tu te sens pas compétent, bah, tu vas voir un autre élève pour voir si tu peux aider cet élève-là, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi, tutorat. Ça peut être un tutorat qui peut être organisé dans la classe. Parce que le fait de pouvoir travailler avec un élève, c'est un super moyen de... Moi, je reviendrai plus en arrière. Les élèves ont toujours le droit de travailler avec d'autres. Et je pense que les compétences... alors, je vais citer du être prof parce que voilà, je suis aussi mentor être prof, mais les compétences du 21e siècle, pour moi, passent par l'utilisation du numérique en classe et la coopération. Et voilà, vous l'avez vu, hein, j'ai partagé le jogging d'écriture de ma fille qui m'a tellement attristée de voir que pour elle, à l'école, il faut être assis toute l'heure et il faut pas parler. Moi, je dis exactement l'inverse à mes élèves. N'hésitez pas à bouger si votre corps a besoin de cette liberté pour pouvoir penser et surtout discuter ensemble et réfléchissez, aidez-vous. Et je pense que c'est aussi un bon moyen de les engager. C'est pour ça que parfois, isoler un élève dans la classe, ça peut avoir un effet positif, mais ça peut aussi casser ce truc-là. Et du coup, l'élève se retrouve seul et les ados, ils ont besoin d'interaction. Mais moi, je me base sur le brain gym beaucoup, donc je les laisse bouger aussi, etc. Et des fois, ils me regardent, ils me disent, mais madame, vous êtes sûre que vous êtes une vraie prof, vous? Ah oui. Par exemple, avec mes copains, j'ai un apprentissage difficile, ils doivent faire de la reconnaissance végétale, etc. Donc on va dans la cour et on prend un ballon et en se passant un ballon, on se dit des mots. Et ça, ils te regardent en disant, mais c'est quoi, que se passe-t-il? Et pourtant, on prouve, alors les collègues aussi, ils jugent, mais bon, je ne travaille pas. Et pourtant, j'ai des résultats positifs, quoi. Oui. Ça, donc je pense comme toi qu'il faut les laisser bouger quand même. Pour moi, oui. Je voudrais revenir quand même sur... je posais la question d'autonomie, là. Moi aussi, ça me dérange, c'est que ce côté permis d'autonomie, là, quelque part, ça a interrogé, parce que il y a plusieurs formes d'autonomie, à mon sens, et que, j'en distingue à peu près 3, et que les réponses, en fait, qu'on doit apporter sont vraiment très, très différentes, quoi. Alors, une classe autonome, voilà, c'est dire qu'un élève ne l'est pas, je sais pas, moi, comme qu'un élève n'est pas autonome, je sais pas trop ça veut dire comme ça, quoi. C'est pareil pour mes gamins, si vous voulez, c'est pareil. Il distinguerait une autonomie, et c'est peut-être ça qui revient avec votre permis, là. L'autonomie, c'est le sentiment que j'avais, c'est presque un truc comportemental, quoi. Genre de l'attitude au travail. Bon, voilà, c'est un truc très, très, très discipline, finalement, à ce niveau-là. Pour le cas, si un élève n'a pas cette autonomie-là, il y a des réponses, il y a des causes qui sont précises et des réponses différentes. Il y a une autonomie que moi j'appelle l'autonomie à premier degré. C'est pas péjoratif, c'est une autonomie qui est très travaillée, plutôt travaillée dans le premier degré avec les TPE, qui est l'autonomie du travail seul. Donc c'est le mot autonome, en disant je suis capable de travailler seul. On pourrait avoir l'image, je suis capable de parcourir tout seul un chemin sans demander d'aide. Ou en trouvant l'aide tout seul. Ouais, voilà. Ou en sachant demander de l'aide au bon moment. Voilà, trouver l'aide au bon endroit. Et souvent, c'est souvent cette définition de l'autonomie à laquelle on pense en pédagogie. Du moins, ça reste une autonomie premier degré qu'on continue à travailler évidemment après. Évidemment. Et puis il y a une autre autonomie qui est l'autonomie de réflexion, qui est très différente parce que c'est pas du tout je suis capable de parcourir seul un chemin, c'est plutôt je suis capable de choisir mon chemin. Et là, effectivement, qui est complètement perméable avec tout ce qui est travail coopératif, collaboratif, même si je mettrais plutôt le coopératif finalement de l'autonomie premier degré, parce que malgré tout, le coopératif, à mon sens, c'est une répartition des tâches et à chacun fait son boulot, hein, alors que l'autonomie de réflexion, faire des choix, c'est plus du collaboratif, parce que là, on est vraiment ensemble. Plutôt dans la tâche complexe.
C'est ça? Dans quel Pas chemin je vais... forcément. Et en fait, pas forcément. Pas forcément, mais c'est typiquement ce qui est travaillé dans une tâche complexe. C'est-à-dire que chacun va choisir comment il veut arriver au résultat. Ouais, il y a des stratégies différentes. On est plutôt de ce type-là, effectivement. Et ça me paraît important de bien séparer ces trois-là parce que du coup, les réponses vont être très différentes. Très, très différentes. Et là, justement, j'avais vu, moi, pas hier, mais une autre fois, j'ai eu une séance avec justement un plan de travail. Où là, on parlait de choix et effectivement, les élèves avaient le choix des différents ateliers, etc. Mais finalement, c'était pas un plan de travail, c'était un contrat de travail. Quand on grattait le vernis un petit peu ludique, quand on grattait un peu le vernis joli de la chose et ce choix-là, et qu'on allait au cœur de chaque tâche, c'était des tâches simples. Et en fait, on a beaucoup discuté avec le collègue justement à ce moment-là, que c'est pas parce que les élèves avaient le choix de la tâche que la tâche n'était pas en soi exécutive. Vous voyez ? Et donc, finalement, on développait effectivement une forme, on continuait de développer une forme d'autonomie très premier degré. Donc, à ce titre, on pouvait dire que c'était une classe autonome. Mais à l'intérieur, une fois que l'élève était vraiment au turbin, c'était des tâches simples, il faisait l'exercice 1, page machin, du livre, il suivait une méthode avec une procédure de A à G, etc. Et donc, on ne pouvait pas dire que c'est la classe autonome était une classe en termes d'autonomie de réflexion. Vous voyez ? Non, mais c'est sûr. Après, d'ailleurs, ça rejoint aussi la variabilité, la variété, plutôt que variabilité, la variété des tâches qu'on leur propose. Et effectivement, il peut y avoir, ça aussi, c'est un bon moyen d'engager les élèves. Il y a des élèves qui vont se retrouver sur des tâches comme ça, très guidées, avec les étapes qui sont notées, et de temps en temps, ce sera ce genre d'activité. Et puis d'autres, un problème libre, et puis, imagine ton protocole, mets-le en œuvre, et puis, tu me diras si ton hypothèse était vérifiée, quoi. Et c'est pour ça qu'en reprenant effectivement la problématique qui était posée pour ce midi, souvent, tout ce qui est nouveau, ça intéresse les élèves. Et donc, que ce soit une pédagogie, plan de travail ou autre d'ailleurs, quand c'est nouveau, ils voient un petit peu dedans, parce qu'ils se sentent peut-être plus autonomes. Voilà, il y a ce côté attractif-là, il y a quelque chose à faire, mais au bout d'un moment, ils peuvent se lasser aussi. Et la technique pédagogique qu'on met en place, c'est pas forcément la réponse à miracle à tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je me dis que quand on interroge effectivement le fonctionnement d'une classe autonome ou quand on interroge la difficulté des élèves, c'est bien interroger effectivement les causes, les 3 points de motivation. On est plus dans, quand les 3 points de motivation, c'est plus dans tout ce qui est sciences cognitives, etc. Et puis, interroger l'autonomie sous toutes ses formes, parce que, effectivement, quand c'est un problème d'attitude, la réponse n'est pas la même. Quand c'est un problème d'autonomie du premier degré, la réponse n'est pas la même. Là, c'est plutôt dans la différenciation, le niveau d'aide qu'on peut apporter aux élèves, etc. Et quand c'est une autonomie de réflexion, alors là, ça interroge complètement la tactique de l'enseignant, qui est, est-ce qu'il a proposé aux élèves quelque chose où l'élève est en exécution, ou il a vraiment son mot à dire. Mais je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut leur proposer... il faut qu'ils trouvent leur propre stratégie. Donc, s'ils doivent passer par A, B et C, d'autres vont peut-être passer de A à C sans passer par B. Et moi, je suis formée en orthopédagogie, et c'est ce qu'on développe beaucoup dans l'orthopédagogie, c'est mettre l'élève, enfin l'apprenant, parce qu'on est apprenant toute sa vie, au centre, et c'est lui qui choisit la stratégie. Mais pas une stratégie, on lui donne pas 3 stratégies, on lui donne des pistes de stratégie, et lui doit avancer à son rythme et trouver, prendre les stratégies où elles sont et prendre le morceau de la stratégie qui lui convient. Et je pense que beaucoup de collègues en classe parfois oublient en disant il faut faire le programme. Et moi je pense toujours que vaut mieux avoir des savoirs bien posés et bien faits que avancer trop vite et les perdre, quoi, et après avoir des problèmes X ou Y, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ségolène, mais voilà. C'est toujours c'est aussi, en fait, le plan de travail, c'est pas une solution qui marche pour tout le monde. Et c'est pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les webinaires, c'est pas quelque chose vers lequel il faut aller si tout allait bien avant dans la façon d'enseigner. En fait, je vais citer du Marie Soulier. Marie Soulier, elle a dit, je suis passée en plan de travail parce qu'en fait, comme je faisais, ça marchait plus avec les élèves que j'avais.
dans la façon de faire que j'avais, je ne faisais plus ma mission d'enseignant qui transmet et qui aide les élèves à grandir. Ça marchait plus. Donc elle a dit, il faut que je trouve autre chose, quoi. Et moi, c'est pareil. Enfin voilà, moi je suis arrivée à Trignac. C'est un établissement de REP. Les élèves sont de plus en plus demandeurs de l'individualisation de la consigne. Donc je répétais finalement, en fait, individuellement, quasiment à tous mes élèves, la consigne que j'avais passée oralement pour tout le monde. Et puis j'avais cette différence entre les élèves. Tu parles de faire le programme. J'avais des élèves pour lesquels j'aurais pu aller beaucoup plus loin que ce qui était du niveau à enseigner, et d'autres pour lesquels, si je fais la moitié, mais bien, de tout ce qui était à faire, je peux m'estimer heureuse parce que je les aurais fait progresser. Et c'est cette différenciation dans le rythme aussi et dans les qui fait que j'ai dit bon, c'est plus possible de vouloir faire avancer mon autobus à la même vitesse alors que dedans j'ai des élèves vraiment différents et il faut faire autrement, quoi. Et moi, je suis arrivée là aussi parce que moi-même je m'ennuyais. Ah oui, là, oui. Alors, j'ai pas eu le temps d'arriver à la phase où je m'ennuie, mais c'est un retour que font beaucoup de collègues sur le groupe. Hein. Et du coup, comme je m'ennuyais, j'avais l'impression de mal transmettre. Et il fallait que ça soit plus dynamique et c'était plus moi, j'étais aigrie, enfin, c'était pas moi, quoi. Et je vois, là, j'ai changé d'établissement, donc je suis partie vraiment à zéro. Et les élèves, ils ont un excellent retour et les collègues ont un excellent retour de ce qui se passe dans ma classe, quoi. Parce qu'on en parle dehors et je me dis que tant qu'on en parle, c'est qu'ils vont être motivés. C'est un truc. Mais moi, personnellement, alors j'étais en REP+, je suis restée 15 ans en REP+, donc aussi, je pense que je me suis adaptée à mes élèves, mais il faut pas s'oublier parce que quand tu t'ennuies, c'est pas évident non plus, quoi. Les pauvres gamins qu'il y a en face de nous, ils subissent, quoi. Tu sais, je vous remercie de dire ça parce que c'est du miel pour les oreilles. L'espoir est parmi nous, c'est-à-dire que dans le sens que, faut déjà avoir un sacré courage personnel aussi pour se dire à un moment donné, s'avouer que son ennuyé. C'est du courage parce que ça arrive à tout le monde, dans tous les métiers, et se le dire déjà et derrière chercher des solutions, et puis oser, se donner le droit à l'erreur, vous le disiez tout à l'heure, c'est super important. En tout cas, moi, je trouve que je viens de tout quitter parce que et nous aussi, parce que je travaille pas, mais c'est pour moi le retour des collègues qui me fait vraiment plaisir. J'ai le retour de mes élèves, ok, c'est pour ça que je fais tout ça. Mais les collègues qui me disent j'allais quitter le métier, en fait. J'ai beaucoup de collègues qui m'envoient des messages en privé en me disant merci, j'allais quitter le métier, je m'y retrouvais plus du tout, je subissais, je vivais mal tout ça, et puis maintenant je crée, j'ai envie d'eux, et ça donne une énergie. Souvent on me dit que j'ai une énergie débordante, mais en fait je la puise de vous. Non, mais je crois qu'on se la puise tous, parce que des fois je fais des choses à l'école, ils disent mais... Et moi, elle m'appelle Madame Ludica, il faut savoir. Alors, je leur dis non, mais c'est normal, il faut les intéresser, il faut leur faire des choses. Des gamins, là, on va faire venir des gamins pour faire découvrir notre établissement. Ils veulent leur faire des conférences pendant 2 heures. C'est impossible. Ils vont jamais tenir les 3e secteurs, ils vont pas tenir. Je leur dis mais non, il faut leur faire un atelier vivant, un ou deux même. Et ma proviseure m'a regardé et me dit mais vous êtes sûre? Je suis certaine, j'ai eu des secteurs pendant 15 ans, je suis sûre. Et du coup, je peux me charger, mais bon, ça me fait plaisir, quoi, de créer des jeux, etc. C'est mon truc, quoi. Bon, je vous quitte, merci pour ce moment. De rien, merci. Donc, je ne sais pas si, du coup, il y a d'autres... il reste des questions, parce que c'est vrai qu'il est 13h10, on a dit jusqu'à 13h, mais on a commencé un peu en retard, c'est pour ça que je me suis permis de déborder un petit peu. C'était sympa d'avoir un échange aussi avec un inspecteur. Oui, c'était sympa. C'est vrai que je sais qu'il y a des inspecteurs sur le groupe Facebook. Par contre, sur le groupe Facebook, ils se manifestent pas forcément. Mais je sais que sur Twitter, j'ai déjà eu des échanges avec des inspecteurs. Mais je trouve que c'est toujours très enrichissant parce que comme je te le disais tout à l'heure, on ne sait pas toujours comment c'est ressenti par l'institution et bon. Voilà. Après, ça révèle une certaine personnalité parce que venir dans ce oser venir, voilà. Donc mais c'est bien comme nous, quoi. Moi, comme nous, un petit peu. Comme nous, tout à fait. Donc voilà. Je sais pas, du coup, Camille, ton micro est fermé, on t'a pas entendu. Je sais pas si il te restait une question ou si.
ou si voilà, on peut clore notre échange parce que moi j'ai pas encore mangé et je reprends dans 20 minutes. Non, c'est bon? Bon, et ben c'était un plaisir et puis ben à bientôt du coup pour un autre numéro de Merci. Midi Pédagogie. Bon après-midi. Salut.